Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette journée de lancement des festivités du bicentenaire de l'École nationale des chartes. Ces festivités débutent aujourd'hui notamment avec la conférence inaugurale de Michel Pastoureau, ancien élève de l'École des chartes, archiviste paléographe de la promotion 1972. Michel Pastoureau, bienvenue à vous. Un immense merci d'avoir accepté en quelque sorte de lancer le bicentenaire de l'École des chartes. Faut-il encore vous présenter? Je vais tout de même tâcher de le faire en quelques mots, bref, si possible. Archiviste paléographe, historien renommé, spécialiste de la symbolique, des couleurs, des images, du bestiaire, vous avez été élu en 1982 directeur d'études à l'École pratique des hautes études où vous avez occupé durant 37 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Il m'est d'autant plus agréable de mentionner la chaire que vous avez occupée à l'École pratique que l'École nationale des chartes et l'École pratique des hautes études, deux institutions anciennes, prestigieuses et amies, sont désormais également partenaires au sein d'une même université qui n'est autre que l'université Paris Sciences et Lettres. Vous êtes l'auteur de plus de 60 ouvrages, dont beaucoup ont été traduits dans plus de 30 langues. Votre dernier ouvrage, paru en octobre dernier aux éditions du Seuil, portait sur le taureau, une histoire culturelle. Et nous sommes extrêmement nombreux, je crois, à apprécier à la fois votre écriture, la qualité de votre écriture et votre immense érudition qui n'est jamais pesante. Vous avez su en effet faire école à partir d'un parcours qui commence ici même, à l'École nationale des chartes. Et justement, nous avons hâte de vous entendre ce soir évoquer une année bien particulière de la vie de notre école, l'année 1969. Année bien particulière puisqu'elle fait immédiatement suite au bouleversement de la Révolution de 1968, 1968 qui, à l'École des chartes aussi, et on le comprend d'autant plus que ces locaux de l'époque étaient ceux du 19 rue de la Sorbonne, donc de la place de la Sorbonne. On le comprend d'autant plus que notre école également a donc connu de manière interne, à l'interne, des débats, je n'ose dire des affrontements animés. Donc encore un grand merci à vous d'avoir accepté d'inaugurer le cycle des festivités du bicentenaire de votre école de formation, l'École des chartes. Vous avez la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être nombreux pour cette première conférence d'un cycle qui va traverser toute l'année 2021, celle où notre École des chartes fête son bicentenaire. Je suis très honoré d'être le premier à prendre la parole. En même temps, je suis quelque peu gêné parce que ce que je voudrais dire n'est pas tellement sérieux. Je ne parlerai pas de l'avenir de l'École des chartes, je ne parlerai pas du rôle des chartistes dans l'histoire. Je me tournerai quand même vers le passé. Quand on fait un bicentenaire, il est légitime de regarder en arrière. Je voudrais évoquer quelques souvenirs, et notamment ceux de mon entrée à l'École des chartes. Donc je vous invite à rejoindre avec moi l'année universitaire 1968-69. C'est celle qui a suivi les événements du printemps 68, restés célèbres, et celle donc de ma première année à l'École des chartes. Le concours, cette année-là, avait été reporté du printemps vers l'automne, sagement, il faut bien le reconnaître. Pourtant, quand j'étais en classe préparatoire au lycée Henri IV, j'étais un des très rares qui militait pour le maintien du concours au printemps, en juin, comme c'était prévu. C'était une folie, bien sûr. Il était impossible d'organiser le concours après ce qui s'était passé, mais j'étais prêt, alors cela ne m'aurait pas gêné. Donc sagement, le concours avait été reporté à la fin du mois de septembre, et puis les résultats avaient été proclamés, je me souviens, le 12 octobre 1968, une grande date pour moi et pour mes camarades, parce que la porte nous était ouverte, et dans ces années-là, quand on entrait dans une grande école, on était sur des rails, à la fois sur le plan
universitaire, mais aussi plus tard sur le plan professionnel et même pour la vie privée, puisque dans notre promotion, il y a eu 3 mariages. Une des acquisitions des événements de juin, ça a été un nombre plus grand de postes mis au concours, 25 au lieu de 25, 27 postes. Donc 27 reçus. Et c'était assez équilibré quand les résultats ont été proclamés. 15 jeunes filles, 12 garçons, 6 candidats venant du lycée Fermat à Toulouse, 20 du lycée Henri IV à Paris, et une de nos camarades venait d'ailleurs. L'osmose s'est faite très rapidement entre les uns et les autres, et nous avons été une promotion très soudée, très amicale, et nous le sommes restés d'ailleurs bien au-delà de la sortie de l'école des Chartes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, chaque année, notre promotion organise un week-end de promotion à la découverte d'une ville ou d'une région de France. Ça fait donc maintenant 52 ou 53 ans. C'est quand même honorable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de promotions de l'école, surtout aussi anciennes, qui sont restées aussi soudées dans le temps. Ce qui explique que cette cohésion, cette amitié, c'est peut-être l'accueil qui nous a été réservé une fois entrés à l'école au mois d'octobre 1968. Nous nous attendions à être félicités, dorlotés, choyés, pris en main. Rien du tout. Les résultats ont été proclamés le 12 octobre et les cours ont repris le 16. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour respirer. Et nous débarquions dans une école qui était encore agitée par les turbulences du printemps, une école même qui était divisée. Le corps professoral était divisé, les élèves étaient divisés, la direction était quelque peu frileuse et inquiète. Des réformes étaient en cours, mais il fallait du temps pour les mettre en place définitivement. Et surtout, il y avait des clans. Et alors, nous, les nouveaux, à peine entrés, nous avons été tiraillés à droite et à gauche pour prendre parti, pour prendre place dans un clan ou dans un autre, pour ou contre la révolution, en quelque sorte, ou pour ou contre les réformes. Nous débarquions, nous ignorions tout de ce qui s'était passé dans l'école au printemps dernier. Et je dois dire que cela, en effet, nous a soudés, fortifiés, et beaucoup d'entre nous ont été incapables de prendre parti ou ont refusé de prendre parti entre ces différents clans au fil des réunions, des assemblées générales, des motions de censure, des mots d'ordre, etc. Et rapidement, un de nos camarades de troisième année, avec qui d'ailleurs j'ai eu des liens d'amitié, a dit ce mot fameux, les nouveaux sont totalement infantiles. Et cet adjectif nous est resté. Nous sommes devenus la promotion infantile, les jeunes, qui ne comprenaient rien à la politique et à la révolution en marche. Et finalement, cet adjectif imposé de l'extérieur, nous avons fini par l'assumer au fil des semaines. Nous étions la promotion infantile, et bien nous allions nous comporter de manière infantile. Ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait après les vacances de Noël, au mois de janvier 1969. Puisque nous étions infantiles, nous allons nous comporter comme tels, et la première manifestation des élèves de première année a été probablement sous l'influence des jeunes filles plus que des garçons, d'organiser un concours de photographie, le concours du plus beau bébé de la première année de l'école des Chartes. C'était extravagant par rapport à ce qui s'était passé précédemment pendant les mois agités de l'année 68. Un objet qui avait été conquis de l'haute lutte par la Révolution en marche, c'était un panneau de bois, un tableau mis à la disposition des élèves, installé sur le palier du premier étage de l'école des Chartes, sur lequel les élèves pouvaient mettre des avis, des annonces. Évidemment, rapidement, il s'est couvert de slogans universitaires et même politiques. C'était un objet conquis de haute lutte,
donc plus ou moins sacré. Le corps professoral ne pouvait pas y toucher. Et l'objet était biface, et comme nous étions 4 années de promotion, il était divisé en 4, et notre première année avait droit à un quart du tableau. Et c'est sur ce tableau, fortement politisé, qu'on a découvert, vers le milieu du mois de janvier 1969, 24 ou 25 photos de bébés, objet d'un concours. Quel était le plus beau bébé de la première année de l'école des Chartes? D'ailleurs, nous avions dépassé notre promotion puisque quelques élèves de deuxième année s'étaient joints à nous pour ce concours. Ça semblait extravagant. On a vu pendant 3 semaines sur ce tableau 25 photos de bébés. Il fallait avoir entre 6 mois et 1 an, si possible, pour que ce soit relativement homogène. Elles étaient affichées pendant une dizaine de jours, puis il y avait un vote à bulletin secret. Chacun était invité à dire quel était le plus beau bébé, et il ne fallait pas voter pour soi-même, bien sûr, c'était la règle du jeu. Les professeurs passaient en faisant semblant de ne pas voir cet ensemble de photos tout à fait insolites. L'un d'entre eux, Robert Ambéry-Bautier, naturellement, lui était très intéressé, regardait attentivement les photos et avait même demandé le droit de participer au vote, ce qui lui avait été accordé. Certains de nos camarades de deuxième et troisième année avaient pris cette initiative pour une provocation, alors que ça ne se voulait que bon enfant finalement. Mais évidemment, c'était tout à fait à contre-courant des événements de l'année précédente et des événements de l'année encore en cours. Je me souviens que les résultats du concours ont fait que, du concours de photographie, ont fait que c'est mon ami Dominique Coq qui a été le vainqueur et qui a été déclaré le plus beau bébé de la première année de l'école des Chartes. Et je me souviens qu'il était ivre de bonheur d'avoir gagné ce concours et que moi-même, j'étais vert de jalousie de ne pas avoir été le lauréat. Cela avait mis une certaine ambiance plutôt bon enfant, notamment les professeurs. D'abord, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, très inquiets. Puis comme ils ont vu que c'était plutôt une plaisante, ça a bien fini, mais ça a été mal reçu par certains de nos camarades qui étaient beaucoup plus politisés que nous-mêmes. D'autant que dans la foulée, un autre événement allait un peu dans le même sens, qu'on pourrait dire, non pas rétrograde, mais non en prise avec les événements récents. Cet événement, ça a été la réorganisation du bal de l'école des Chartes, qui traditionnellement avait lieu au printemps, organisé par les élèves, au bénéfice de la caisse de secours chartiste, et qui n'avait pas eu lieu l'année précédente à cause des événements, et qui n'aurait pas dû avoir lieu en 1969, à la fois parce qu'une partie des élèves était tout à fait hostile à ce rituel d'un autre temps, et parce que le directeur des Archives nationales, qui habituellement protègeait les locaux, ne voulait plus en entendre parler. Les étudiants et même les élèves de l'école des Chartes étaient devenus des barbares. Pas question de les faire entrer aux Archives nationales pour un quelconque événement. Alors, 3 de nos camarades de première année, 3 jeunes filles, ont fait une démarche auprès du directeur général des Archives, André Chanson. Marie-Claude, Marie-Édith et Perrine sont allées le trouver en essayant de le convaincre, de le séduire. Marie-Claude était, bien qu'en première année, la présidente du bureau des élèves de l'école des Chartes, puisque les élèves de troisième et quatrième année avaient boudé les élections au bureau des élèves. Marie-Édith était originaire de la même ville Sévenol que André Chanson, le Vigan, sous-préfecture du Gard. C'était un argument de poids. Et Perrine avait tout ce qu'il fallait comme savoir et comme qualité pour parler et convaincre un personnage important. Et toutes les 3 ont réussi à retourner André Chanson, qui, hostile au début à cette démarche, a fini par
adhérer à leur demande et accorder les locaux des Archives nationales pour l'organisation du bal de l'École des Chartes, non seulement l'hôtel de Rohan, mais même une partie de l'hôtel de Soubise, spécialement le Grand Escalier. C'était une grande victoire. Donc la préparation du bal, qui a eu lieu au mois de mai, a été longue, mais tout à fait réussie. Ce fut un événement dont tout le monde s'est trouvé satisfait. Il y a eu pas mal de photos qui ont été prises. On voit qu'il y a pas mal de jeunes filles et de jeunes femmes en robe longue, que beaucoup de garçons, pas un smoking, mais au moins un nœud papillon. Bref, c'était élégant, un peu à l'ancienne. Et puis quand même assez joyeux, ça a d'ailleurs failli assez mal tourner. Une des conditions quand même pour bénéficier des locaux des Archives nationales était de respecter les planchers historiques et notamment de ne pas danser à tel ou tel endroit, surtout des danses piquées. Ça a failli mal tourner parce que une de nos camarades avait des amis qui connaissaient bien les musiciens de la fanfare des Beaux-Arts. Et en cette année 1969, la fanfare des Beaux-Arts, fanfare étudiante, c'était quelque chose qui faisait du bruit et pas mal d'agitation. Mais je dois dire qu'elle est venue aux Archives nationales et s'est très bien comportée et a mis beaucoup d'ambiance, notamment sous la forme d'une farandole dans les jardins qui font communiquer Rohan et Soubise, et même une partie du personnel des Archives nationales, y compris des dames et des messieurs très importants, ont participé à la farandole. Tout s'est terminé magnifiquement et très joyeusement. Sauf du point de vue du budget. Nous avions dépassé notre budget, il y avait un assez gros déficit une fois le bal terminé. Notamment, nous avions commandé beaucoup trop de bouteilles de champagne et un buffet gigantesque qui n'a pas pu être consommé dans sa totalité. Donc, dans les semaines qui ont suivi le bal, il a fallu éponger tout cela. Je me souviens de mon ami Claude Fagnien, qui avait l'habitude de ce genre de choses, essayait de revendre une à une les bouteilles de champagne en trop. Finalement, le secrétaire général de la Société des Amis des Archives, Yves Mettmann, a eu un geste très élégant, a fait un chèque qui a épongé le déficit du bureau des élèves de l'École des Chartes. Un troisième événement que je voudrais évoquer a eu lieu aussi au printemps 1969. En fait, il a précédé le bal, mais comme il n'avait pas demandé beaucoup de préparation, j'ai préféré parler d'abord du bal, dont la préparation avait été longue. Cet événement, c'est un événement sportif, un match de football, quelque chose de tout à fait inédit à l'École des Chartes, qui a eu lieu, la date est importante, le 10 avril 1969, peut-être la date la plus importante de toute l'histoire de l'École des Chartes. Ce match de football, c'est à l'origine un canular. Et vous me pardonnerez, je dois parler un peu de moi puisque j'en suis l'initiateur. À l'école, j'étais le seul élève qui lisait tous les jours un grand quotidien sportif, L'Équipe. Je le faisais depuis l'âge de 10 ans. Je le fais encore à l'âge de 73 ans. Je suis connu comme historien des couleurs, historien des animaux, historien des emblèmes. Mais en fait, ce que je connais le mieux, mais dont je ne parle jamais, c'est l'histoire du sport. Je sais à peu près tout du sport, qui est maintenant d'ailleurs quelque chose qui me dégoûte beaucoup, vu ce que c'est devenu. Mais enfin, le sport est un fait de société considérable qui laisse énormément d'archives, à la fois des textes, des images, des documents sonores, de l'audiovisuel. Il faut s'y intéresser, que l'on soit archiviste, bibliothécaire ou historien, le sport est là, il faut s'en occuper. Dans les années précédentes, pendant 3 ans, j'avais été le goal et capitaine de l'équipe de handball du lycée Henri IV, un lycée qui était bon en handball, qui participait au championnat de la région parisienne, des grands établissements. Et l'année 67, nous sommes arrivés en finale contre le lycée Lacanal. Malheureusement, nous avons perdu.
Donc, je voulais relancer un peu l'activité sportive à l'école des Chartes. J'avais eu l'idée que nous pourrions peut-être monter une équipe de football et entamer un match contre un autre établissement. Mon ami Maurice Hamon, élève en deuxième année, m'avait rejoint dans ce projet et à nous deux, nous avons monté une sorte de projet canular pour lancer un défi à un autre établissement. Et je ne sais pas comment nous avions sélectionné l'École nationale du bois, un établissement tout à fait inconnu de nous, trouvé sans doute dans une liste. Et à nous deux, nous avions écrit une lettre de défi à l'École nationale du bois pour leur proposer une rencontre sur un terrain de football. Et nous nous sommes proclamés la meilleure équipe de football des grandes écoles parisiennes. C'était bien sûr un gag, mais l'École nationale du bois l'a pris au sérieux, nous a répondu par le bureau des élèves, accepté notre défi, mais souligné qu'il y avait un problème parce qu'il y avait bien un véritable championnat institutionnel des grands établissements qui avait déjà commencé et auquel nous n'étions pas inscrits. Donc, ce match entre l'école du bois et l'école des Chartes pourrait être une sorte de tour préliminaire en quelque sorte. Bon, ça se présentait pas trop mal, sauf qu'il y avait un problème administratif. Il fallait l'autorisation de notre tutelle, notamment pour des questions d'assurance, au cas où l'un d'entre nous se blesserait ou se ferait écraser en se rendant au stade. Bref, il fallait l'autorisation du secrétaire général de l'école des Chartes, qui à cette époque était encore Emmanuel Poul, qui deviendra professeur l'année suivante. Emmanuel Poul, je dois dire, quand j'étais élève en première année, s'occupait absolument de tout à l'école des Chartes. Il était sollicité à tout bout de champ. Donc, il fallait que je lui demande une entrevue. J'étais assez intimidé et je savais très bien que le sport et le football s'étaient assez éloignés de ses curiosités, qui pourtant étaient nombreuses. Hein. C'était un homme qui, sur son temps de loisir, s'adonnait parfois à la plomberie. Mais le sport, non, ça n'était vraiment pas son domaine. En tout cas, il m'a reçu, je me revois encore dans son grand bureau, celui du secrétaire général de l'école, en demi-sous-sol. Il a écouté ce que je lui racontais sur ce projet de match de football. Je le voyais suspicieux, presque inquiet. Et puis, finalement, il m'aimait bien, je l'aimais bien. Il a fini par accepter ma demande. Il devait apposer sa signature sur un document plus ou moins officiel, notamment pour des questions d'assurance. Je le revois encore hésitant à apposer sa signature. Finalement, il l'a fait, je l'ai beaucoup remercié, je me suis dirigé vers la porte de son bureau pour sortir, et là, il m'a rappelé et il a prononcé cette phrase dans sa bouche tout à fait étonnante. Au moment où j'allais sortir, il a hurlé « Pastoureau, vous ne faites pas les guignols, hein ?» Dans sa bouche, ce mot guignol était tout à fait surréaliste. Et les guignols, nous les avons faits sur le terrain de football, au-delà de toute mesure. Je m'explique. Le match a eu lieu, donc le 10 avril 1969, sous la pluie, naturellement. Le sport, c'est toujours sous la pluie, dans la boue, sur un terrain plus ou moins défoncé, à la porte d'Ivry. L'école nationale du bois s'est présentée dans une magnifique tenue, jaune et noire, avec écrit, chaque maillot avait écrit dans le dos « École nationale du bois ». Et nous, les chartistes, nous n'avions naturellement pas de maillot, avec écrit École des Chartes. Nous étions vêtus un peu n'importe comment, presque de guenilles. Aucun d'entre nous n'avait de chaussures de football, seulement des baskets ou des tennis. L'un d'entre nous même a joué en chaussures de ville. Bref, nous étions des miséreux. Et en plus, nous n'étions pas 11. Le football se joue à 11. Et malgré la présence de 35 garçons sur les 4 promotions de l'école des Chartes, nous n'étions que 10. Nous n'avons pas pu faire mieux que 10. Alors il a fallu trouver un supplétif et Maurice Hamon a débauché son frère qui, je crois, était élève à l'école des mines à cette époque-là, qui a fait le 11e, qui a joué ailier.
qui jouait mieux d'ailleurs que nous tous. C'était le seul à avoir des chaussures de football. Le match a pu s'engager, donc sous la pluie, à 15 heures, ce 10 avril. Nous étions vêtus comme des miséreux. La photographie, d'ailleurs, l'atteste pleinement, la photographie de l'équipe qui a été prise. Mais nous avions un avantage, nous avions un public de chartistines qui, malgré les mauvaises conditions atmosphériques, nous soutenait. L'école du Bois, elle, était entièrement masculine et n'avait que quelques spectateurs pour l'encourager. Le match a commencé, il a mal commencé pour nous chartistes. Au bout d'un quart d'heure, nous étions déjà menés 6-0. Ça n'était pas très honorable, surtout pour moi qui étais à la fois le goal et le capitaine de cette équipe, la seule de toute l'histoire de l'école des Chartes. Puis, la mi-temps est arrivée, nous l'avons écourtée parce que la pluie se faisait de plus en plus forte. Le match a repris et là, l'école des Chartes a marqué le seul but de son histoire, peu après la mi-temps. Un but dont on ne sait pas très bien qui l'a marqué. J'étais le goal, devant moi jouait Denis Grisel, qui était arrière central, qui dégageait, quand il le pouvait, tous les ballons qui se présentaient. Et à un moment, il a tapé très fort vers l'avant. Le ballon a été un peu dévié par le vent. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. Il a rebondi sur le dos d'Alain Guéraud, notre condisciple Alain Guéraud, et il est entré dans le but adverse, un peu miraculeusement, il faut bien le dire. Alors, qui a marqué? Est-ce que c'est Denis Grisel? Est-ce que c'est Alain Guéraud? Ils se sont mis à deux pour marquer l'unique but de l'histoire de l'école des Chartes. Un but en 2 siècles d'existence, ça n'est pas mal, puisque l'école des Chartes, au fond, n'a eu qu'un seul prix Nobel, donc il y a match nul entre la littérature et le sport, un but et un prix Nobel de littérature, celui de Roger Martin du Gard en 1937. C'est, ma foi, un beau palmarès. Le match a continué un peu, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, la pluie devenait trop forte, et le score final a été 10-1. Nous avons perdu 10 buts contre 1. C'était magnifique, c'est un palmarès, 10-1. Si nous avions perdu 1-0, par exemple, c'était à la fois décevant et ridicule, un sport absolument grotesque. Mais 10-1, c'est spectaculaire, c'est quasi mythologique. Après le match, d'ailleurs, nous sommes allés dans les quelques cafés que l'on pouvait trouver autour de la porte d'Ivry pour fêter cet événement tout à fait insolite qui restera bien sûr dans les annales de l'école. L'année avancée, les choses s'apaisaient un peu, non pas tant au quartier latin qui restait agité, mais dans notre maison. Venait vers la fin de la première année un problème pour les élèves, le choix du futur sujet de thèse. Et ce choix était important parce qu'il allait d'une part nous occuper pendant d'assez longs mois, jusqu'à la soutenance, 2 années et demie, et puis il conditionnait un peu nos recherches à venir, il nous donnait une sorte d'étiquette. Nous allons être étiquetés comme médiévistes, modernistes, contemporanéistes peut-être. Donc il fallait être attentif aux choix que nous faisions, prendre conseil. Certains d'entre nous avaient quelque idée, bien sûr. D'autres dont j'étais avaient des envies très arrêtées. Et puis d'autres n'avaient pas beaucoup d'idées, savaient bien que telle ou telle période avait leurs préférences, tel ou tel type de document, mais enfin, il fallait trouver des orientations et des conseils. J'ai d'ailleurs remarqué au cours de ma carrière, que ce soit à l'école des Chartes, à l'école des hautes études ou ailleurs, que c'est toujours comme ça au moment de choisir un sujet de thèse ou un sujet de mémoire, une partie des élèves a besoin de conseils, une partie des élèves même n'a pas d'idée. Ça, pour l'enseignant, c'est tout à fait désolant. Ce n'est pas le cas à l'école des Chartes, mais ça peut être le cas pour un sujet
de Master 2, autrefois de DEA, à la Sorbonne, par exemple, quand l'étudiant répond « je ne sais pas ». Quand on lui demande ce sur quoi il veut travailler, c'est assez décevant. Et en général, ça ne fait jamais un bon travail quand on se laisse suggérer, voire imposer un sujet de thèse. Non, il faut avoir des envies, il faut avoir quelque idée, et le rôle de l'enseignant est de dire attention, il y a déjà quelqu'un qui travaille sur tel ou tel sujet, ou ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas faisable, réorienter éventuellement le choix de l'élève. Alors moi, j'étais de ceux qui avaient envie et idées bien arrêtées. Je vais parler de moi-même, pardonnez-moi. Depuis que j'étais adolescent, j'avais quelques passions, maintenant tous des passions à cette époque, et notamment j'avais découvert au lycée, en classe de 4e, une discipline historique, l'héraldique, en cours de dessin. Le professeur de dessin nous avait fait dessiner un vitrail avec des armoiries. J'avais 12 ans, cela m'avait beaucoup plu. Je lui avais demandé quelques explications sur ce qu'étaient les armoiries. Il m'avait donné quelques idées, conseillé des lectures, et c'était devenu une passion d'adolescent assez sage. Dans ma famille, il y avait un certain nombre d'historiens, donc je n'étais pas en terre complètement inconnue, mais ça m'a beaucoup occupé à partir de l'âge de 12 ans, non seulement dessiner des armoiries, mais m'intéresser à l'histoire des armoiries. Et donc, ma décision était prise, j'allais consacrer ma thèse d'école des chartes à l'héraldique et à l'histoire des armoiries au Moyen-Âge, puisque je me sentais déjà médiéviste. À ma grande surprise, le corps professoral n'était pas tout à fait d'accord pour le choix d'un tel sujet. D'une part, personne parmi nos professeurs n'avait de compétences dans ce domaine, mais surtout, vu les événements du printemps précédent et l'espèce d'accusation larvée faite à l'école des chartes d'être un établissement très passéiste dans les matières enseignées et la façon de les enseigner, un élève qui travaille sur l'héraldique, un sujet à la fois frivole et passant pour réactionnaire, non, ce n'était pas possible. Je me souviens de Robert-Henri Bautier, qui pourtant m'aimait bien, et que j'aimais bien, et qui m'avait dit « Pastourou, vous allez faire rire de vous et faire rire de nous ». Le sujet ne semblait pas sérieux, probablement parce que depuis pas mal de décennies, les héraldistes français n'étaient pas nombreux et avaient laissé la place aux amateurs de vanité nobiliaire ou d'ésotérisme. L'héraldique était, en effet, la science héraldique était en France, mais aussi dans les pays voisins, en régression. Et puis surtout, ça semblait un sujet d'un autre âge. Et à l'école, il fallait de la modernité pour être au goût du jour. Donc on avait essayé de me faire changer d'idée. On m'a fait avouer quelles étaient les autres choses qui m'intéressaient. J'avais expliqué que une de mes autres passions, c'était le latin, et spécialement la lexicographie latine, mais je préférais le latin classique au latin médiéval. Et je revois André Vernet qui peu à peu essayait de m'attirer vers des problèmes de philologie latine médiévale au lieu de l'héraldique. J'ai eu le courage, je ne sais pas comment j'ai fait, de tenir bon, si bien qu'un déjeuner avait été organisé chez Robert-Henri Bautier, puisqu'il me connaissait bien et m'aimait bien, pour essayer de me faire changer d'avis. Et je me souviens que l'inspecteur général des archives, Marcel Baudot, assistait à ce déjeuner, je ne sais plus pourquoi, ainsi que la fille de Robert-Henri, Geneviève, qui était une amie, Geneviève Resque, qui était de la promotion avant la mienne. Et la discussion a porté sur les sujets de thèse de l'école des chartes. Robert-Henri Bautier essayait de m'attirer naturellement vers la diplomatique, mais enfin, le latin ne lui déplaisait pas. J'ai eu l'idée de raconter ce que je voulais faire à propos de l'héraldique médiévale
Et j'ai eu une phrase magnifique qui a tout sauvé. J'ai dit que ma source principale pour étudier les armoiries serait les sceaux. Alors là, j'avais prononcé un mot magique. Les armoiries, ce n'était pas sérieux, mais les sceaux, oui. Et donc, j'ai dit que l'essentiel de ma thèse relèverait de la sigillographie. Et Robert-Henri Bautier a été retourné par ce projet. Et il a été tout à fait favorable à mon travail sur les armoiries, mais surtout sur les sceaux. Il a convaincu les autres professeurs et le directeur de l'école des Chartes, Pierre Marot, m'a donné en quelque sorte sa bénédiction et carte blanche pour choisir un sujet concernant l'héraldique médiévale. J'ai fait une deuxième extravagance quand j'ai dit que je voulais travailler sur le bestiaire héraldique médiéval. Alors ça, c'était encore plus saugrenu, les animaux. À cette époque, les animaux n'avaient pas droit de citer, du moins en sciences humaines, à l'université. L'animal, c'était pour la petite histoire, pas pour l'histoire savante. En 50 ans, j'ai vu les choses bien changer. La petite histoire est devenue la grande histoire. Aujourd'hui, l'animal est un sujet carrefour au sein des sciences humaines. Et même, il est plein d'une actualité au sein des sciences sociales. Et les rapports entre l'homme et l'animal posent énormément de problèmes de société d'une très grande actualité. Ça n'était pas le cas il y a un demi-siècle. Mais enfin, mon sujet a fini par être accepté et Pierre Marot m'a donné un conseil extrêmement utile, inattendu dans sa bouche. Il faut que vous alliez voir Jacques Le Goff, un tel sujet va l'intéresser. On a gardé une idée assez fausse de nos professeurs de l'école des Chartes de cette époque, qui semblaient en effet d'un autre âge et tournaient le dos à tout ce qui faisait les modes en histoire, et notamment celle de la future école des hautes études en sciences sociales, de l'histoire de l'école des annales, etc. Les institutions, comme toujours, pouvaient être fâchées entre elles ou ne pas collaborer, mais les personnes se connaissaient et avaient parfois des liens d'amitié. Par exemple, parmi nos professeurs, Jacques Monfrein et Robert-Henri Bautier avaient des liens de camaraderie avec Jacques Le Goff, ayant fréquenté à peu près en même temps l'école française de Rome. Et Pierre Marot a fait mieux, il a pris rendez-vous pour moi auprès de Jacques Le Goff, deux personnages vraiment à l'opposé l'un de l'autre, mais qui se connaissaient. Et pour parler de mon sujet de thèse, Jacques Le Goff m'a reçu très gentiment, avec beaucoup d'enthousiasme. Il est devenu un de mes maîtres et plus tard un ami avec lequel j'ai fait séminaire et enseigné. Je lui dois beaucoup. Et Robert-Henri Bautier, ayant accepté mon sujet, m'a dit « il faut aller voir Georges Duby ». Ça, c'était plus difficile parce que Georges Duby enseignait déjà au Collège de France, il était d'un accès plus compliqué. Enfin, il m'a reçu quand même. C'était quelqu'un d'intimidant, de très intimidant, parce qu'il était un peu avare de sa parole quand il recevait un élève. Peut-être était-il timide lui-même et d'une timidité qui intimidait l'interlocuteur. En tout cas, j'étais dans mes petits souliers, je lui ai exposé mon sujet. Ça l'a intéressé, il a vu par le biais de l'héraldique un moyen de travailler sur les rapports entre noblesse et chevalerie, un sujet très à la mode à cette époque. Il m'a encouragé, il m'a demandé d'ailleurs une fois ma thèse soutenue de venir parler dans son séminaire au Collège de France, grande séance intimidante, mais enfin qui s'est bien passée quand même. Bref, j'avais des appuis à l'extérieur de l'école. Les réformes d'ailleurs, à l'issue des événements de mai 68, les réformes mises en chantier faisaient que les élèves de l'école, quand je suis entré avec mes camarades de promotion, nous avions moins de cours que nos prédécesseurs et nous étions invités, ce qui était une bonne idée, d'aller éventuellement suivre des cours à l'extérieur, soit à l'école pratique des hautes études, dans ses différentes sections, soit à l'université, soit au Collège de France, suivre des séminaires. C'était une très bonne idée.
nous avions beaucoup de temps pour travailler à notre thèse et poursuivre quelques autres enseignements. Pour ma part, donc, j'ai suivi le séminaire de Jacques Le Goff pendant longtemps et à l'école pratique des hautes études, en raison de mon amour pour le latin, celui de Jacques André sur la lexicographie en latin classique. Pendant ces années-là, d'ailleurs, il parlait des termes de botanique, cela m'avait beaucoup intéressé. Donc j'ai pu faire ce sujet de thèse consacré au bestiaire héraldique médiéval et non seulement j'avais carte blanche pour m'organiser comme je voulais, puisque personne ne pouvait me conseiller ni même me diriger, et c'est exactement ce que je voulais, liberté totale pour m'organiser comme je l'entendais, c'était le paradis. Pour certains de mes camarades, ça ne convenait pas, puisqu'ils préféraient être guidés, voire bien encadrés. Donc chacun devait trouver un peu la bonne façon de faire par rapport à un éventuel directeur de thèse. Donc tout se terminait bien de ce point de vue-là. Un cinquième événement dont je voudrais parler se situe après l'été 1969. L'été 1969, d'ailleurs, passé pour quatre d'entre nous de la même promotion, ancien élève de première année allant passer en deuxième année, par un voyage en Écosse du Nord, dans les Highlands, un très bel été, et puis du travail nous attendait à la rentrée pour nous mettre non seulement à nos sujets de thèse, à notre scolarité à l'école, mais surtout à une grande nouveauté, un stage d'initiation à l'informatique. L'école des Chartes voulait faire moderne. C'était tout à fait nouveau et je dois dire tout à fait excentrique par rapport à la scolarité à l'école. Les autorités de tutelle avaient probablement payé des sommes folles pour qu'une entreprise privée nous prenne en stage et nous initie, nous, les élèves qui entrions en deuxième année, à cette discipline nouvelle, l'informatique. Ça s'est passé dans des conditions presque ubuesques, non pas au quartier latin, mais en très grande banlieue, à Rocancourt, entre deux bretelles d'autoroute, dans des locaux ultramodernes appartenant à je ne sais quelle firme privée, dans la proximité de Versailles, mais enfin il fallait y aller. Il n'y avait pas de gare, naturellement. Il y avait à peine un autocar. Se rendre à Rocancourt pour le stage d'informatique, pour chacun d'entre nous, était d'une complexité folle. Et comme le stage était facultatif, certains ont renoncé à cause du transport. D'autres se sont groupés pour venir ensemble en voiture. D'autres ont pris 2 ou 3 autobus pour, après la gare, joindre le lieu d'enseignement des balbutiements en informatique. C'était un monde tout à fait nouveau qui nous semblait extravagant. Extravagant par le lieu, par les locaux. Nous étions habitués à la vieille Sorbonne. Nous étions des enfants gâtés, complètement gâtés, il faut bien le dire, au quartier latin, au cœur du quartier latin, au cœur de la Sorbonne, dans notre école des Chartes. Et là, on se retrouvait dans un monde moderne qui nous était totalement étranger. Non seulement le lieu, mais le corps professoral des ingénieurs en informatique, non pas un seul, mais plusieurs, pas tellement plus âgés que nous. Nous avions 20, 22 ans et eux avaient 30 ou 32 ans probablement, mais ils nous semblaient vieux, bien sûr. Et surtout, il y avait une incompréhension réciproque que j'ai souvent observée par la suite quand on est débutant dans une discipline. Il y a une incompréhension de la part de pas mal de pédagogues ou de spécialistes, voire un refus pour accepter que l'élève en face de soi est totalement profane, qu'il part de zéro. Pas de 1 ou de 2, mais de 0. Ça a été le cas des informaticiens qui se sont occupés de nous, n'arrivaient pas à comprendre qu'il nous manquait absolument toutes les bases. Ils faisaient comme si on avait un vernis quand même. Nous n'avions pas ce vernis. Et donc ça partait sur de mauvaises bases. En plus, il y avait toujours cette tendance que j'ai observée par la suite, le pédagogue qui
ne s'attarde pas sur le b.a.-ba, mais qui passe rapidement à un stade supérieur qui distingue mal l'important, le basique de l'exceptionnel, qui s'attarde sur tout ce que l'on pouvait faire en informatique d'un point de vue assez compliqué, alors que nous demandions vraiment des choses extrêmement simples. Bref, ça a été plutôt insatisfaisant. Et nous-mêmes, nous avions, pas le cacher, une certaine mauvaise volonté à nous retrouver dans ce stage, une méfiance envers ces informaticiens qui nous semblaient, pardonnez-moi le mot, qui nous semblaient incultes, pour tout dire. C'était deux mondes tout à fait différents. Nous comprenions très bien qu'en histoire, ils aient des trous énormes et qu'ils ne sachent pas la liste chronologique des rois de France. Ça semblait banal. Nous étions évidemment complètement là-dedans, et dans l'histoire de France, et dans l'histoire des pays voisins. Mais je me souviens que ce qui me choquait le plus, c'était la géographie. Les lacunes en géographie de ces ingénieurs. L'un de nos camarades, Yves, faisait sa thèse sur des problèmes concernant le Limousin au XVIIIe siècle, et l'un de ces informaticiens ne savait pas situer le Limousin sur une carte de France. Nous étions abasourdis, et eux-mêmes étaient abasourdis par notre niveau zéro en informatique. Donc ce stage n'a pas servi à grand-chose. En plus, pour ma part, je me suis complètement ridiculisé en voulant faire le malin. La fin du stage, qui durait une semaine, se terminait par la rédaction d'un projet de programme très simple autour d'un sujet donné, sur papier, et il fallait, en rendant sa copie, donner un nom à son programme, non pas son nom propre de famille, mais un pseudonyme que l'on choisissait. Alors naturellement, c'était l'occasion de faire les malins et de s'amuser. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais 20 ans, j'ai voulu appeler mon programme Gram Gram, pour que ça fasse programme Gram Gram Gram. Je trouvais ça désopilant, c'était ridicule bien sûr. Et ce que je ne savais pas, c'est que ma copie était lue par une dame qui l'a transformée en fiche perforée. Et elle avait mal lu le nom de mon programme, qui semblait extravagant, le programme Gram Gram. Quand elle a rendu les copies, ou plutôt quand l'enseignant a rendu les copies, il a prononcé cette phrase qui m'a ridiculisé: à qui le programme grand grand, le M était devenu un N. Alors programme gram gram pouvait encore faire sourire, mais le programme grand grand, ça devait me conduire à Sainte-Anne directement. Bref, ce stage d'informatique n'a pas eu beaucoup d'effet sur notre utilisation de l'informatique pour nos travaux de thèse. C'était une semaine un peu gâchée, je crois, qui avait coûté fort cher à l'école des Chartes. Probablement cela venait trop tôt, probablement n'avons pas nous mis la volonté qu'il aurait fallu, et que le corps enseignant de l'informatique n'était pas très bien choisi, ou pas celui qu'il aurait fallu. Notamment pour moi, par exemple, qui pour ma thèse ai mis en fiche 10 000 armoiries, un traitement informatique ou même mécanographique de mes données aurait été très utile. Non, j'ai fait toutes mes statistiques à la main, et même des embryons d'analyse factorielle simplistes, ultra simplistes, à la main, alors que 10 ans plus tard, bien sûr, l'informatique m'aurait rendu de très grands services. Je voudrais terminer par un sixième événement qui s'est passé à la fin de l'année 1969 et au tout début de l'année 1970, un événement qui aurait pu être dramatique, mais qui s'est bien terminé et qui a fait beaucoup pour que l'on retrouve à l'école des Chartes une certaine sérénité et une certaine joie d'être ensemble. Cet événement, c'est la disparition provisoire de l'un d'entre nous, un camarade qui sortait de deuxième année et qui entrait en troisième année, mon ami Claude Fagnin, avait décidé de passer l'été au Groenland. C'était un amateur de voyage, Claude. Il aimait beaucoup la Scandinavie, les pays du Nord, la photographie, et il avait préparé de longue date, avec ses économies,
ce voyage au Groenland. Il en avait parlé autour de lui. Il avait un certain don pour trouver des mécènes, non pas en espèces sonnantes et trébuchantes, mais en matériel qui pouvait le servir dans cette expédition. Et notamment, la maison Kodak lui avait donné un grand nombre de pellicules de photographies, de diapositives, qui coûtaient cher à l'époque. Claude en avait un certain nombre. Il avait même reçu de Jacques Monfrin, notre professeur de philologie romane, quelques rudiments pour se débrouiller quand on se trouve face à une langue inconnue, et notamment une langue qui n'est pas écrite, une des langues esquimaux, comme on disait alors, le terme inuit n'était pas utilisé, ceux de la côte est du Groenland, habitant dans le fjord de Dangmasalik, je me souviens du nom, un petit peu plus au nord, où Claude allait passer 3 mois. Tout se présentait bien. Évidemment, Claude avait une thèse à écrire, donc c'était un peu une parenthèse de 3 mois. Mais enfin, il avait eu la bénédiction des professeurs de l'école et il était parti au Groenland. Il avait donné de ses nouvelles à ses parents assez régulièrement, mais à la rentrée universitaire, à la fin du mois de septembre 1969, Claude n'était pas là. Et pendant une quinzaine de jours, non seulement il ne s'est pas présenté pour la rentrée, mais nous n'avions aucune nouvelle et ses parents non plus, qui étaient inquiets. Heureusement, par un consulat quelconque, par l'ambassade, je ne sais pas, ses parents avaient fini par recevoir des nouvelles. Claude allait bien, mais il ne pouvait pas revenir en Europe. Cette année-là, la banquise s'était refermée plus tôt que prévu et le bateau qui venait le rechercher depuis l'Islande, puis l'Écosse, ne pouvait pas passer. Claude était prisonnier des glaces. Et alors, l'inquiétude a fait place au soulagement, mais ça posait quand même un problème parce que nous étions élèves fonctionnaires avec un pré-salaire, des comptes à rendre, une thèse à conduire à son terme, etc., etc. 15 jours, 3 semaines de retard, ça n'était pas grave. Mais Claude a eu presque 4 mois de retard. Il a disparu de l'école et des milieux chartistes pendant 6 mois. Il s'est présenté en effet peu après les vacances de Noël, au début du mois de janvier. Je me souviens encore de son apparence. Il n'avait pas eu le temps de se raser, se soigner. Il ne ressemblait pas du tout à un élève de l'école des Chartes, mais à une sorte de patron pêcheur totalement hirsute. C'était assez impressionnant. Mais enfin, il allait bien, il avait des choses à raconter. Et je dois dire que le directeur de l'école, Pierre Marot, s'est montré très généreux, très bienveillant. Il aurait pu punir Claude, lui demander de redoubler, suspendre son salaire, je ne sais quoi d'autre. Non. La seule sanction qu'il a prise, c'était d'exiger de Claude Fagnin qu'il fasse devant toute l'école une conférence sur son séjour au Groenland, ce qu'il avait vu, la vie quotidienne qu'il avait partagée avec les populations autochtones. Ce que Claude a fait, conférence accompagnée de photographies, qui s'est très bien passée, qui a intéressé beaucoup de monde. Nous avons appris beaucoup de choses. Je me souviens également que Claude a fait une deuxième conférence, mais en milieu plus restreint, sur la langue des populations qu'il a fréquentées, la méthode Jacques Monfrin qu'il avait appliquée pour cerner un petit peu de lexique et de syntaxe de cette langue qui n'était pas une langue écrite. Tout cela était tout à fait intéressant. Ça s'est bien terminé, d'autant bien terminé que, sans le dire à qui que ce soit, Emmanuel Poul, qui était devenu professeur de paléographie, mais qui assurait encore une partie du secrétariat général de notre école, avait préparé un buffet de fin de conférence. Le verre de l'amitié était devenu un buffet, et un buffet qualifié un peu pompeusement de arctique, parce qu'il y avait des canapés avec des œufs de lump et peut-être du saumon fumé, je ne me souviens plus. Bref, tout finissait dans la bonne humeur, la bienveillance et l'amitié. Et
cela a beaucoup fait, je crois, pour apaiser, pendant quelque temps en tout cas, l'ambiance un peu tendue des mois précédents à l'école des Chartes. D'autant que celle-ci avait retrouvé un rythme de croisière, qu'un certain nombre de réformes avaient été mises en chantier et appliquées, nous avions moins d'heures de cours, les heures de cours ne duraient plus un temps indéterminé, comme c'était le cas pour certains professeurs les années précédentes, elles duraient 1 heure, il y avait un horaire, et puis quelques cours de matières nouvelles étaient proposés en option à ceux qui voulaient à l'école même, notamment l'histoire économique, qui était depuis longtemps à la mode à l'université, mais pas à l'école des Chartes. Je me souviens que Robert Fossier avait assuré ce cours. Bref, les choses étaient sur les rails et nous, élèves maintenant de 2e année, nous devions travailler à notre thèse pendant les années qui se présentaient devant nous. Ça a été la fin de ma scolarité à l'école des Chartes au bout de 2 ans et demi. Ces 4 années passées à l'école ont pour moi été 4 années de grande joie. J'ai eu beaucoup de plaisir à être élève à l'école des Chartes, dans ces années un peu turbulentes. Ça n'a pas été le cas de tous mes camarades, déçus par l'enseignement de l'école, déçus par le corps professoral très âgé, il faut bien le dire, et donc qui, par rapport à l'époque des classes préparatoires ou de ce qu'ils avaient pu apprendre ailleurs, avaient été déçus. Ça n'a pas été mon cas. J'ai été très heureux à l'école des Chartes, beaucoup plus que dans les années qui ont suivi, celle de mon entrée dans la vie professionnelle. Donc voilà quelques souvenirs de jeunesse. On a toujours du plaisir à se pencher pour sa jeunesse. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette évocation. Merci à tous. Merci, merci infiniment, Michel Pastoureau, pour cette conférence tout à fait passionnante, effectivement très, très personnelle, mais en même temps, je crois, il me semble pouvoir le dire en tant que directrice actuelle de l'école des Chartes, très révélatrice du tournant pris par l'école après hein, la révolution de 68, avec un véritable effort pour insérer des enseignements informatiques, pour alléger le programme, pour libérer du temps afin de fréquenter d'autres terrains d'enseignement et de recherche. Donc une école effectivement, qui ressemble davantage à celle qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Et je crois qu'on peut évidemment s'en féliciter. Dans votre propos, beaucoup de choses qui nous font rêver dans l'actuelle crise pandémique, hein, l'évocation du bal, de buffets gigantesques, de vrais moments où on peut, de sociabilité, autant de plaisirs hein, qui nous sont évidemment totalement refusés en ce moment. Donc c'était très, très plaisant, très agréable de vous entendre sur ce déroulé de l'année 1969. Moi, personnellement, j'aurais une petite, avant de regarder précisément quelles sont les questions de la salle, une petite demande de précision. Ce stage d'initiation, donc à Rocancourt, entre deux bretelles d'autoroute, organisé par l'école à grands frais, donc sur l'année universitaire 1969-1970, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il ne faut pas l'attribuer enfin, à Emmanuel Poul, qui était alors, si j'ai bien compris, encore secrétaire général de l'école, et qui, plus tard, puisque Emmanuel Poul, je l'ai eu personnellement comme directeur, tenait beaucoup à ses enseignements d'informatique. C'est sans doute une de ses idées. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? Une petite question. Non, je n'étais pas dans le secret de la direction de l'école, mais on peut l'imaginer. Il fallait bien sûr des enseignements nouveaux, en prise avec ce qui était dans l'air du temps. C'était quand même les tout débuts de l'informatique en milieu universitaire, spécialement pour les sciences humaines. Emmanuel Poul était un homme de science, donc il est probable qu'il a dû pousser en ce sens. À la rentrée 1969, il était devenu professeur de paléographie à l'école, il restait un très grand historien des sciences, mais il assurait encore le secrétariat général, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, une bonne partie de la vie de l'école reposait sur lui. Il n'était pas encore directeur, tant s'en faut, il était professeur,
mais beaucoup de tâches matérielles lui incombaient et les orientations de l'école, une partie du corps professoral se reposait sur lui. Donc on peut penser qu'il s'intéressait à beaucoup de choses, pas au football, mais je me souviens que Emmanuel Poul était plombier amateur. Il aimait beaucoup les histoires de tuyauterie et d'installation de tuyaux dans différents appartements de sa famille, par exemple. Très bien. Voilà, alors je vais, si vous le permettez, prendre le fil des questions à la fois sur la conversation et sur les bulles de questions-réponses. Alors nous avons à la fois des remerciements, bien sûr, pour votre conférence, je vais en lire certains, et puis des questions précises. Alors, une petite question, je crois, un auditeur nous demande, enfin, fait part de la remarque suivante. Vous vous exprimez, Michel Pastoureau, devant votre bibliothèque, votre bureau, semble-t-il. Voilà, c'est une question sur le lieu de votre prise de parole ce soir. Oui, je suis âgé, je suis un peu effrayé par le virus, donc je suis chez moi. Je sors très peu de chez moi, donc je suis devant ma bibliothèque, si je puis dire, à Boulogne-Billancourt, installé devant mon petit ordinateur portable. Et dans mon dos, il y a une partie de ma bibliothèque. Je dois dire que je suis comment dire, un fou des livres en quelque sorte. Je suis né dans les livres puisque dans ma famille on avait énormément de livres. Mon père, mon oncle, ma tante, deux de mes tantes étaient conservatrices à la Bibliothèque nationale. Ma femme a été conservatrice à la Bibliothèque nationale. J'ai été conservateur à la Bibliothèque nationale. J'ai toujours eu la passion des livres. J'ai été entouré de livres. J'ai été déraisonnable en matière de livres, c'est-à-dire que la plupart de mon argent de poche, adolescent ou adulte, consistait à acheter des livres. Et je suis maintenant victime de cet océan de livres qui m'entoure, dont une partie n'est pas dans l'appartement, mais dans le garage. Et aujourd'hui, qu'en faire puisque plus personne ne veut non seulement acheter des livres, mais même recevoir en cadeau des livres et proposer à plusieurs bibliothèques de donner certains fonds homogènes. On a l'impression que ça n'intéresse plus personne et c'est assez douloureux pour quelqu'un comme moi qui toute sa vie a eu l'amour des livres. Bien, alors une deuxième question, je crois, sur la bibliothèque. Vous venez de répondre hein, donc à cette question. Une question sur l'occupation de l'école des Chartes en mai 1968. Y a-t-il eu occupation de l'école des Chartes en mai 68? Alors, je me suis mal placé pour répondre. D'abord parce que moi, au mois de mai 68, j'étais élève au lycée Henri IV en classe préparatoire. Ça n'était pas très loin, sur la montagne Sainte-Geneviève. Il faut s'entendre aussi sur le mot occupation. Bien sûr, il y a eu des événements à l'intérieur de la Sorbonne qui ont débordé sur l'école. Certains de mes camarades de classe préparatoire allaient se renseigner. Moi-même, je l'avoue, j'allais traîner dans la cour de la Sorbonne, mais non pas pour observer ou participer aux événements. J'étais vraiment infantile, je le reconnais. À cette époque, j'avais plusieurs passions, comme je l'ai dit, et notamment jouer aux échecs. J'étais un bon joueur d'échecs, je pense, et je cherchais des partenaires de mon niveau pour essayer de jouer aux échecs. Et pendant les événements de mai 68, c'était absurde, bien sûr, mais je pensais trouver en milieu étudiant, dans la cour de la Sorbonne, un partenaire, ce que j'ai fini par trouver d'ailleurs. J'avais été, je vais me vanter encore une fois, pardonnez-moi, champion scolaire, champion de France scolaire avec mon lycée, par équipe. C'était des équipes de 8 et j'étais le 8e, je le reconnais honnêtement. Enfin, nous avions été champions de France scolaire 2 années de suite. C'était l'époque où le jeu d'échecs commençait à devenir de plus en plus informatisant, si je puis dire. Et un littéraire comme moi, évidemment, commençait à perdre un peu de ses compétences. Bref, c'est ça qui m'intéressait au mois de mai 1968. Mais j'ai vu les événements de près et en tant qu'historien, ensuite, je me suis interrogé. Je ne veux pas passer pour un réactionnaire, mais
l'honnêteté m'oblige à dire que quand on dit que toute la jeunesse française était soulevée, c'est faux. Si on pouvait faire des statistiques sur une classe d'âge, par exemple, tous ceux qui avaient 20 ans en 1968, donc nés en 1948, quel est le pourcentage de ceux qui étaient concernés par les événements à l'échelle d'une classe d'âge de tout un pays? On serait étonné du faible pourcentage. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. En tant que médiéviste, j'y suis sensible puisque je sais que je travaille sur tel ou tel problème, l'héraldique par exemple, qui concerne telle ou telle classe sociale. Je sais bien que ça représente à peine 5% de la population vivant à telle ou telle époque. Il faut absolument que je m'en souvienne. Eh bien, pour des événements récents, ça peut être la même chose. Merci beaucoup. Alors, une petite remarque, donc une auditrice remarque que vous n'avez pas parlé de votre chronique de la vie de l'école qui faisait les délices de vos camarades lorsque vous leur en faisiez part. Votre chronique de la vie de l'école. Oui, je peux tout dire. J'ai sans doute, et il faut qu'on me pardonne un peu, enjolivé les choses, rappeler des souvenirs plutôt agréable. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. Et donc, quand j'étais en classe préparatoire, nous avions un bureau des élèves avec un certain nombre de dignités ou de fonctions. Moi, j'étais le grand chroniqueur. Je tenais les chroniques de la classe préparatoire au lycée Henri IV. Et une fois entré à l'école, j'ai continué à tenir des chroniques de ce qui se passait dans notre promotion. J'ai dit que j'étais né dans les livres. Je n'ai au fond, depuis l'âge de 10 ou 12 ans, jamais cessé d'écrire. J'aime écrire. Pour moi, non pas une corvée, mais au contraire un plaisir. Donc en effet, j'ai écrit pas mal de choses pour mes camarades sur la vie d'une promotion à l'intérieur de l'école. Mais c'était des chroniques ludiques, bien sûr. Voilà, autre petite, des remarques, je crois, qui rejoignent les observations sur l'introduction de l'informatique à l'école, et notamment Monique Constant qui nous signale que voilà, elle avait à l'époque parlé à son frère élève ingénieur de l'utilité de l'informatique pour le traitement des données, ce que réfutait son frère, disant que l'informatique ne servirait jamais qu'au calcul mathématique. Voilà. Et je crois qu'Odile Velfelet nous signalait également que, dans le fil de discussion, excusez-moi, je remonte et j'ai les deux fils, qu'en 78 encore, les cours étaient relativement restreints, je crois, sur ce terrain de l'informatique, qui était effectivement débutante, hein, bien sûr. Ce sont les tout débuts, mais je crois qu'il est tout de même important de le faire remarquer. Et l'école, c'était a priori beaucoup plus précoce que ce dont nous avions eu vent a priori, et nous aurions dû en faire part dans l'ouvrage récemment paru. Alors, autre message, attendez, je me mets sur le fil, j'ai des remarques un peu de tous côtés. Alors, si Jean-Michel Verdier nous signale, président de l'EPHE, que le PHE serait intéressé, mais je crois que l'école des Chartes aussi, il ne faudra pas qu'on... Par vos livres, Michel Passepourou, ou certains de vos livres, si vous souhaitez nous les céder, je crois que ça sera bien volontiers. Autre remarque. Cette information, voilà, deux institutions, on va pas se déchirer en direct pour voilà. Une remarque de Nathalie Lafont qui signale, donc qui vous remercie pour cette conférence très intéressante avec énormément d'anecdotes, qui aimerait savoir comment s'est passé le cursus de révision du concours à Henri IV en 1968 et quelle influence a eu le report du concours sur sa préparation. Oui, une question effectivement tout à fait intéressante, puisque vous nous avez signalé que le concours avait été reporté, mais qu'en était-il de la qualité, des modalités de la préparation en cette année difficile, enfin cette année perturbée, tout au moins? La révision des épreuves et des programmes du concours, c'était plus tard. Hein. Moi, j'ai passé le même concours que mes
mes camarades des années précédentes. J'ai probablement passé d'ailleurs les mêmes épreuves que ma tante chartiste qui a passé le concours d'entrée à l'école des Chartes en 1931, si je me souviens bien. À savoir qu'en cette année 1968, les épreuves étaient toutes un coefficient 1, donc du même niveau exactement, qu'en histoire, il n'y avait pas de programme, il fallait savoir tout de l'histoire de France et de celle des pays voisins, des origines jusqu'en 1815, tout s'arrêtait en 1815, que le latin faisait le classement, parce qu'en histoire, quand on était assez bon ou bon, on avait entre 8 et 13 en thème latin. Quand on était bon élève, on avait 18, et quand on était mauvais élève, on avait 0. Donc l'échelle des notes était beaucoup plus étendue. Je le dis d'autant plus volontiers parce que ma matière préférée a toujours été le thème latin. Un des plus grands plaisirs intellectuels que j'ai eu dans ma vie, c'est de faire du thème latin et de traduire du français moderne en latin classique. Continue d'ailleurs de le faire. C'est assez courant chez les chartistes et chez les normaliens aussi. Mais donc le concours a été réformé plus tard. Donc j'ai passé un concours encore à l'ancienne, et dans les années qui ont suivi, en effet, un programme est arrivé avec des questions. Donc on ne devait pas tout savoir, mais les questions, c'était plus, ça ressemblait plus à ce qui se passait à l'université. Je ne suis pas convaincu que c'était une bonne chose. Au fond, tout savoir sur l'histoire de France et celle des pays voisins, à tout point de vue, histoire événementielle, mais aussi histoire des culturelle, histoire des institutions, histoire économique, histoire des mentalités, le mot était à la mode, histoire des sciences, tout ça, et histoire artistique aussi, tout ça est extrêmement utile. Et c'est vrai que je suis favorisé parce que j'ai une grande mémoire. Alors, ça ne m'effraie pas de tout apprendre, si je puis dire. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Je ne veux pas porter de jugement sur les réformes successives qui ont affecté le concours. Mon handicap à moi, c'était plutôt les langues vivantes. Autant j'ai aimé le latin et j'étais un bon élève en latin, autant j'étais médiocre dans les langues vivantes. Ma langue, c'était l'allemand. Je me souviens qu'au concours d'entrée, l'année où j'ai été reçu, l'épreuve écrite en anglais, c'était la description d'une basse-cour, et l'épreuve écrite d'allemand, c'était un texte de Feuerbach sur la philosophie de l'histoire, absolument incompréhensible. L'inégalité était scandaleuse. Mais ceux qui avaient la basse-cour avaient quand même un nombre de termes concernant les volailles qui étaient assez développés. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, beaucoup de remerciements. Je crois que nous les avons en ligne et chacun peut en prendre connaissance, en particulier le remerciement de Sophie Hennet qui vous remercie, Michel Pastoureau, pour cette belle conférence et ces merveilleuses anecdotes. L'école, dit-elle, laisse de si beaux souvenirs, quels qu'ils soient, sportifs ou non, à nombre de ses élèves, et elle vous remercie d'avoir partagé les vôtres avec elle et avec l'ensemble des anciens ou des élèves actuels de l'école des Chartes. Sur le fil de discussion annexe aussi des précisions sur le fameux stage d'informatique à Rocancourt. C'est INRIA qui, à Rocancourt, Institut de recherche en informatique automatique, qui aurait visiblement organisé ce stage, donc très, très, très précurseur, je dirais, des liens de l'école avec le numérique. Sur des petites questions aussi sur la fameuse photo du match du 10 avril 1969, donc qui est conservée et accessible sur le site, donc la page du club archives de l'école des Chartes, qui conserve les archives du bureau des élèves et des étudiants. Et je signale à ce propos qu'à l'occasion du bicentenaire de l'école, nous avons, avec l'aide de la Société de l'école des Chartes, que je remercie vivement,
pu procéder à une collecte de documents, de photos, de sources de toutes sortes sur l'école, sur sa vie, sur les parcours des anciens, bien sûr, au sein de ces murs, et que cette collecte sera, je dirais, valorisée au sein d'une base de données, d'une base photo que nous sommes à laquelle nous travaillons au sein de l'école. Donc l'un des effets, évidemment, elle est en cours de constitution et elle est toujours appelée à s'enrichir de vos dons ou des indications que vous pourriez nous donner. Mais voilà, l'un des effets du bicentenaire, au-delà de l'année 2021, sera aussi d'avoir cette base constituée à partir de ce que nous conservons, de ce que nous avons reçu. Et je profite de cette conférence pour faire un nouvel appel éventuellement à des documents qui pourraient se présenter. Alors, voilà. Le lien des archives voilà, est donné, je crois, sur le fil de discussion à droite et il semble avoir fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles questions? Oui, un spectateur anonyme, je n'ai pas le nom, nous vous demande, Michel Pastoura, à quel moment vous avez fait votre service militaire? Est-ce qu'il fallait le faire avant? Est-ce que ça se faisait d'une manière globale à l'époque, le service militaire, avant la classe préparatoire ou pendant l'école, ou en sortir? C'est la question qui vous est posée. Le service militaire. Le service militaire. Alors, pour la plupart d'entre nous, garçons qui faisions le service militaire, c'était après la sortie de l'école. Certains avaient réussi à en être dispensés. Ce n'était pas mon cas, mais j'avais essayé de le faire le plus tard possible. Et il y avait possibilité, dans ces années-là, de le faire à 26-27 ans. Ce que j'ai fait, pensant qu'en le repoussant le plus tard possible, j'en serais dispensé. Ça n'a pas été le cas. Donc, sortant de l'école, j'ai fait 2 années de vie professionnelle. J'ai été nommé à la Bibliothèque nationale et détaché pendant 2 ans à la direction des bibliothèques. J'ai beaucoup rouspété d'ailleurs et j'ai eu tort parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'étais chargé au comité des travaux historiques de préparer des manuscrits pour l'impression et des rapports avec les imprimeurs. J'ai appris énormément de choses sur comment on prépare un manuscrit, comment on fait une maquette, un chemin de fer. Je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont appris alors que je grognais. Au fond, des choses qui m'ont été utiles par la suite. Puis j'ai fait mon service militaire en 1900. Oui, on était en 74-75 et j'ai fait des classes en Provence. Il faisait extrêmement chaud, 5 ou 6 semaines de classe, et puis j'ai été nommé au musée de l'armée dans un travail de conservateur au musée de l'armée aux Invalides, une année absolument magnifique en raison du cadre, les Invalides bien sûr, et en raison de mon travail avec un colonel âgé en retraite, le colonel Weimar, qui est devenu une sorte de second père pour moi. Nous nous entendions magnifiquement bien. J'ai fait un catalogue des canons anciens avec lui chaque matin, les canons antérieurs au XVIIIe siècle, qui ont beaucoup porté des armoiries. Et l'après-midi, je tenais la bibliothèque du musée de l'armée, où personne ne venait jamais. Et donc, j'avais une liberté totale. J'ai écrit mon premier livre pendant cette année de service militaire, paru chez Hachette, La vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde. Donc, c'était une année magnifique, cette année de service militaire. Et voilà comment ça s'est passé pour moi. Certains de mes camarades étaient aux archives militaires à Vincennes ou aux archives du service historique de la marine. C'était peut-être un peu moins agréable. Moi, j'étais un grand privilégié, si je puis dire. Merci beaucoup. Autre question en ligne. Donc, Elsa, je n'ai pas son nom de famille, vous remercie pour toutes ces anecdotes. Et pour rebondir, nous dit-elle, sur votre mauvaise expérience de cette semaine d'informatique, quelle a été votre réaction en apprenant l'ouverture d'un master à l'École des Chartes dédié aux technologies numériques, le master TNH, technologie numérique appliquée à l'histoire?
très favorable. Je n'ai absolument rien contre l'informatique. Et moi-même, vu les travaux que j'ai conduits, j'ai eu besoin à différents moments de l'outil informatique, notamment pour traiter des données héraldiques quantitatives. Nous connaissons à peu près 1 million d'armoiries médiévales différentes. C'est typiquement le genre de document qui peut se traiter non pas à la main, mais par des moyens d'abord mécanographiques, puis informatiques. Donc je ne peux que m'en réjouir et je reconnais que l'école des Chartes a été pionnière dans ce domaine, imitée, jalousée par d'autres institutions. Ça ne convient pas pour tous les sujets, bien sûr. Non, simplement, ce que je voulais dire, c'est que ce stage de l'automne 1969, un stage d'une semaine d'initiation, arrivé sans doute trop tôt, était trop artificiellement branché sur les choses dans l'air du temps, sans aucune préparation. Et je pense, peut-être que mes camarades me contrediront, mais n'a pas servi à grand-chose, peut-être même pour certains, à reculer leur curiosité pour l'informatique de quelques mois ou de quelques années. Et puis, ni nous-mêmes, jeunes étudiants, ni nos enseignants n'avons vraiment joué le jeu. Le monde entre nous, les deux mondes entre nous étaient trop différents, et j'ai l'impression que ça n'a servi à pas grand-chose. Ce qui me désole le plus, c'est l'argent que ça a dû coûter à l'école des Chartes. Ouais. Un grand merci à vous, Michel Pastoureau. Merci beaucoup. Merci, chère directrice, et merci à tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont accompagné dans l'évocation de ce souvenir. Quand on a mon âge, on a toujours plaisir à se pencher sur sa jeunesse.